Donc pour rebondir sur la communication de Madame Soubrane, je vais juste vous montrer les premiers résultats de notre étude sur l'OCTA versus l'OCTB dans le retraitement des patients par anti-VEGF. Donc, comme vous le savez peut-être, dans la littérature, beaucoup de papiers sont déjà sortis sur des critères de concordance entre l'angiographie, l'OCTB et l'OCTA, avec les critères qui ont été décrits par M. Koskas et qui ont montré une bonne concordance entre le pattern en OCTA et ce que l'on retrouvait en angiographie à la fluorescine, que ce soit pour des lésions actives que pour des lésions inactives. La sensibilité et la spécificité ont été étudiées par de nombreux auteurs, mais sur de petits groupes de patients, jusqu'à la grande étude multicentrique réalisée par la COFT-1 Study, qui a montré une sensibilité de détection pour les néovaisseaux de type 1 combinée à l'OCTB qui atteint 85,7%. Donc excellent. Une très bonne répétabilité intra et une reproductibilité intergradeur aussi excellente. D'autres travaux plus récents ont été très intéressants. En particulier, il a été montré que plus la densité vasculaire est faible au sein d'une lésion néovasculaire, plus le risque de récidive est faible. Et à contrario, une densité élevée va maintenir une meilleure vision à long terme par maintien de la qualité de la barrière hémato-rétinienne et donc par oxygénation des tissus. Alexandre Amière et d'autres équipes ont aussi montré que dans les néovaisseaux fibrosés, il y avait un flux et qu'une IVT récente pouvait modifier ce flux sanguin. Voilà un petit peu où on en est des connaissances. Les critères qui ont été retrouvés dans la littérature pour décrire les néovaisseaux en OCTA, c'est d'abord des critères de forme, Medusa shape, Siphon shape, glomérular shape et aspect en arbre mort. Des critères sur le réseau, filamenteux versus enchevêtré, network dense versus raréfié, bien ou mal défini. D'autres critères ont été décrits aussi, les anastomoses et boucles, l'arcade anastomotique périphérique et la présence d'un halo. Donc voilà les données actuelles. Donc des néovaisseaux actifs, eh bien c'est des fines ramifications denses interconnectées avec multiples boucles, une arcade périphérique et un allosome quand on le trouve. Au milieu, vous avez un aspect de récidive avec l'extension des fins capillaires qui sont interconnectées avec une arcade périphérique. Et puis à droite, un aspect de quiescence avec des vaisseaux volumineux mais raréfiés, isolés. On voit bien le tronc nourricier, c'est un aspect en arbre mort. Alors notre étude a porté sur 124 cieux et nous avons comparé les décisions de retraitement avec l'OCTA et avec l'OCTB structurel. Et l'interprétation n'a pas été faite en même temps. Il y a un mois d'écart entre les deux interprétations. Donc le suivi de ces patients était à peu près 1,57 années et il y avait donc, vous voyez ici, une proportion prédominante de néovaisseaux type 1. Le nombre d'IVT était en moyenne 10 et le délai par rapport à la dernière IVT était de 2,6 mois. Donc nous avons exclu les patients qui avaient eu des IVT depuis plus de 6 mois. Donc voici les critères qui ont été retenus. Donc le réseau capillaire fin versus large, la présence de boucles, la présence d'arcades et la présence de halos. Alors la sensibilité de cet appareil montre une sensibilité à 97,8% avec une spécificité à 75,8% et une prévalence à 73,4%, avec des valeurs prédictives positives et négatives très bonnes dans ce centre spécialisé, versus la population générale où il y a 8% d'MLA et automatiquement la valeur prédictive positive diminue. Vous voyez, les coefficients de concordance sont aussi excellents, inter- et intra-observateurs. Une troisième étude de validation, après cette étude d'apprentissage, va être effectuée par une autre équipe pour valider donc la concordance inter-observateur. Donc les résultats de l'analyse univariée, on a une corrélation significative et forte entre chacune des variables
vaisseau fin, boucle, arcade, halo et la décision thérapeutique. Et avec l'analyse multivariée, donc sur nos 124 yeux, la présence de l'arcade permet une décision de retraitement dans 90,4% des cas. La présence de fins capillaires, de fines ramifications permet la décision dans près de 64% des cas et la présence des deux critères permet la décision thérapeutique dans 97,8% des cas. Et voici la courbe ROC qui montre une herbe sous la courbe tout à fait excellente. Nous avons ensuite étudié le risque relatif. Donc pour les patients présentant une arcade périphérique, eh bien, ils ont 2,27 fois plus d'indications de devoir bénéficier d'une IVT que s'il n'y a pas d'arcade. Et pour ceux qui ont des vaisseaux fins, 3,57 plus d'indications de devoir bénéficier d'une IVT que s'ils n'en avaient pas. Les autres cofacteurs ont été analysés, et en particulier le halo a moins d'influence, donc il pèse moins de poids, il est moins prépondérant que l'arcade et les fines ramifications. Nous avons aussi étudié la corrélation entre les fluides en OCTB et les néovaisseaux actifs en OCTA. Et nous avons montré une corrélation très forte entre la présence de ces fluides et les néovaisseaux actifs, mais aussi une corrélation significative entre leur absence et la présence de néovaisseaux actifs, parce qu'on ne traite pas en OCTB que sur des fluides. On peut traiter sur la présence d'une exudation hyperréflective, sur du gris ou sur une modification, une augmentation de hauteur du DEP. Alors, les faux positifs, donc. On a retrouvé en effet près de 25% de cas de faux positifs. Donc ça veut dire l'OCTA donne un critère d'activité alors qu'il n'y a pas de fluide en OCTB. Donc les questions sont, s'agit-il de néovaisseaux encore quiescents sans fluide? S'agit-il d'une circulation de suppléance? Ou alors l'OCTA détecte-t-il mieux ou plutôt la récidive? Et doit-on adapter nos schémas selon les données de l'OCTA? Les limites de notre étude, bon, bien sûr, elles sont liées aux artefacts, aux instruments. Elles sont aussi liées aux néovaisseaux qui peuvent dépasser la fenêtre d'acquisition. Et puis, nous avons retrouvé un certain nombre de faux négatifs, 2%, et qui étaient dus à une atténuation ou un blocage du signal, c'est-à-dire un trop gros DEP ou la présence d'hémorragie importante. Pas plus que 2%, puisque c'est des patients déjà traités de longtemps, voilà, plusieurs années, et donc le DEP n'était pas si saillant que ça. Et puis aussi, on a des limites liées à l'échantillon, car les deux méthodes, OCTB et OCDA, sont très proches, et il faudrait avoir un nombre beaucoup plus grand de cas pour valider définitivement cette étude. Et puis, bien sûr, donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un recrutement monocentrique. Donc, en conclusion, on a cherché à apporter un modèle qui permet de définir un risque relatif, donc, pour pouvoir bénéficier ou pas d'une injection intravitréenne en fonction des données en OCTA. Et donc, les critères prépondérants, l'arcade et les fins capillaires qui pourront nous aider donc, dans le follow-up de lésions persistantes, quiescentes ou récidivantes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Florence. Est-ce que certains d'entre vous veulent poser une question ou un commentaire? Florence? Yves? Pardon. Tu as posé toutes les bonnes questions, mais tu n'as pas dit vraiment si ça a influencé ta pratique ou pas encore. C'est-à-dire, devant l'apparition d'une modification et de critères d'activité en OCT angiographie, mais sans apparition de fluide, sans réapparition de fluide, dans une stratégie PRN, bien sûr, est-ce que ça va te pousser d'ores et déjà à anticiper l'injection, ou plutôt à une surveillance plus rapprochée, ou bien tu vas simplement accumuler des données pour l'instant pour te faire une opinion plus tard sur la base d'une étude un peu plus large? Oui, alors ça, c'est vraiment la question qu'on se pose tous les jours. Et donc, c'est sûr que la surveillance rapprochée, c'est la première étape, mais il m'arrive déjà de traiter les patients sur l'OCTA, même s'il n'y a pas de fluide en OCTB, devant vraiment la présence de l'arcade et des fins capillaires. On commence à le faire. Merci.